Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode bonus d'Anticlash. Je m'appelle Amandine Clément et je suis la chargée de communication du podcast. Cet épisode va vous replonger dans une journée particulière, celle du lancement du podcast. Ayant eu l'envie de créer un événement participatif ouvert à tous, Raphaël et Olivier, les créateurs de l'émission, ont organisé une journée 100% Anticlash à la Maison de la Conversation, samedi 25 mars 2023. Je vous laisse entrer dans les lieux et découvrir les différents temps forts de cette journée. Je profite d'une petite pause dans la préparation pour demander à Raphaël et Olivier de décrire cette journée Anticlash. Je m'appelle Raphaël Tisblatt, je suis co-créateur du podcast Anticlash et animateur, et aujourd'hui je vais animer certaines émissions courtes d'Anticlash. Je m'appelle Olivier Fournoux, je suis un des cofondateurs d'Anticlash, et aujourd'hui pour moi c'est vraiment une journée essentielle, formidable. On va faire en sorte que cette journée soit très participative, parce que c'est un peu l'esprit de notre projet de podcast. Et pour moi ça a vraiment un rôle aujourd'hui de construction de la démocratie, de soin du lien social qui aujourd'hui est quand même très malmené. Les personnes en désaccord entre elles ne se rencontrent plus. Et donc il y a vraiment quelque chose du côté de la politique, de la démocratie, du soin des personnes et des relations qui pour moi est essentiel autour d'Anticlash. Aujourd'hui c'est le lancement du podcast Anticlash. On a plein de choses à la Maison de la Conversation qui vont se passer, des ateliers pour se mettre en jambes et puis des enregistrements d'épisodes longs et courts d'Anticlash avec les gens qui vont pouvoir se proposer pour intervenir dans ces émissions. On a plein d'espaces de dialogue aussi. Le but c'est de faire participer les gens, de leur faire réfléchir sur cette question de la culture du clash et comment on peut essayer de proposer autre chose, même sur les sujets chauds. Et puis ce soir, on aura donc le lancement officiel avec le premier épisode qui sera lancé et avec les interventions de certaines personnes qui ont participé à des enregistrements précédents et aussi des praticiens du dialogue. Voilà, on va échanger avec le public sur cette question-là de comment on peut avoir des conversations sereines, constructives, où on apprend les uns des autres, même quand on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, je suis très heureux que on ait réuni plusieurs ateliers, des personnes qui travaillent à leur manière aussi à renouer le lien dans des sociétés de controverse qui nous ont rejoints pour cette demi-journée de lancement et j'en suis vraiment ravi. Et tout ce programme a pu voir le jour grâce au soutien de la Maison de la Conversation qui suit le projet depuis ses débuts. Je me dirige donc vers Virginie qui m'en dira plus sur ce lieu atypique. Salut, moi c'est Virginie Loison, je travaille à la Maison de la Conversation. Je remplace Lola le temps de son congé maternité en tant que responsable de la programmation grand public. La Maison de la Conversation, qu'est-ce que c'est? Un tiers-lieu d'innovation sociale, porte de Montmartre dans le 18e. Lieu qui fait du lien, lieu où on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. Pourquoi le lien entre Maison de la Conversation et l'événement Anticlash aujourd'hui? C'est que nous, à la Maison de la Conversation, qu'est-ce qu'on aime? C'est les débats, les dialogues apaisés et surtout de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de libérer les paroles, de pouvoir exprimer des opinions. Et même si des personnes ont des opinions qui peuvent être clivantes ou complètement opposées, ici à la Maison de la Conversation, on estime que, justement, on peut le faire. Il est temps d'assister virtuellement au premier atelier de cette journée, le fameux Zigzag Zoom, créé par Olivier Fournoux et Cyril Bombard. C'est un format qui s'appelle Zigzag Zoom et qui est un format égalitaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui sont pour sur une question fermée, qui sont pour, 3 personnes qui sont contre, et les prises de parole sont très égalitaires, c'est-à-dire que les temps de parole sont maximum de 4 minutes chacune, et entre chaque prise de parole, il y a la possibilité de poser des questions très contrainte au niveau de temps, c'est-à-dire 1 minute de questions, 1 minute de réponse. Les personnes qui y participent sont très heureuses de ce format parce que justement, d'une certaine façon, les grandes gueules qui parlent facilement, qui ne sont pas timides, n'ont pas plus d'avantages que les timides ou les personnes plus discrètes. Tout le monde a le même temps de parole et la même, du coup, légitimité dans la prise de parole. Le sujet, c'est: est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme? Alors on a 3 personnes qui vont argumenter la position oui, je vais vous demander de lever la main tous les 3. Et 3 personnes qui vont argumenter la position non, je vais vous demander de lever la main tous les 3. C'est un fait du hasard, les oui sont là, les non sont là. Voilà. À la base de tout, je pense qu'on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit une liberté d'expression dans la limite du respect de l'ordre public.
Et après, quand on commence à franchir cette frontière-là, quand on commence à séparer le légal du légitime, on se met dans une position qui me semble extrêmement dangereuse. Alors bonjour, Monsieur Le Garant, j'aimerais bien poser une question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la définition entre le blocage et la grève ? Monsieur Le Garant, si on refuse la distinction entre légal et légitime, alors comment fait évoluer la société alors? Est-ce que ce n'est pas une vision complètement conservatrice de la société? Est-ce que ce n'est pas précisément l'action légitime, mais pas encore légale, qui fait évoluer la loi? En fait, bloquer, faire la grève, entraver, saboter même, c'est une manière de créer une friction dans la société, de créer un moment de suspension de l'évidence, de tout marche bien, tout fonctionne correctement, et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à qu'on soit essoufflé, qu'on soit complètement, d'une manière ou d'une autre, piégé dans notre propre évidence. On bloque par le 49.3, on bloque le pays, on bloque, on s'en sort pas, quoi. Et je me dis, au final, bloquer le pays, c'est alimenter ce ping-pong. Alors, on peut me rétorquer, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre, j'en sais rien, peut-être, enfin voilà. Au fond, derrière la question où on est peut-être sans doute tous d'accord, c'est qu'on n'arrive pas à se parler. Donc du coup, bloquer le pays, c'est aussi pour moi bloquer l'échange et bloquer la discussion, et ça m'embête. J'ai pas envie d'envoyer ce message-là aux gens. Je crois fondamentalement à la co-construction, et blocage contre blocage me semble être l'anti-co-construction. Place au second atelier de cette journée, les débats mouvants, animés par Cyril Bombard. En fait, c'est simple. Cette ligne-là, entre les deux tabourets, c'est une ligne médiane. Toutes les personnes qui se positionneront physiquement de ce côté-ci seront d'accord avec ce que je vais dire. Toutes les personnes qui se positionneront de ce côté-là seront pas d'accord. Donc moi, je vais vous donner des affirmations clémentes et je vais vous demander de vous positionner par rapport à ça. Si vous arrivez dans un débat et que chacune et chacun se dit « Ah, chouette, je vais peut-être changer d'avis », là, il se passe d'autres trucs. C'est tout l'enjeu de ce qu'on va faire. Affirmation. Écouter est plus important que parler. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Olivier, pourquoi tu es là? Parce que, un peu par esprit de contradiction, et ensuite parce que je pense que c'est important de parler pour s'exprimer. L'écoute est importante, mais parler est aussi important. Je ne pense pas que écouter est plus important que parler, car en fait on n'est pas obligé d'attendre qu'on nous donne la parole pour s'exprimer. La journée anti-clash, c'est donc des débats, des conversations posées et constructives où on prend le temps de réfléchir. Que ce soit assis dans la grande salle avec un micro qui circule, ou debout et en mouvement lors des débats mouvants dans la salle d'écoute, il y a dans la salle de jeu, en revanche, un atelier qui me fait de l'œil. Je rejoins donc Christy qui organise ce dernier. Alors bonjour, moi je m'appelle Christy, je suis là aujourd'hui au nom du Bruit qui court, qui est un collectif d'artivisme qui regroupe donc des artistes et des militants pour mettre les outils de la création artistique au service du militantisme, entre autres. On organise beaucoup d'ateliers aussi pour que justement les ateliers d'art, que ce soit théâtre, d'écriture, de musique, de dessin, soient accessibles à tous et à toutes. Et donc c'est l'objet de ma présence ici, puisque je vais animer donc un atelier d'improvisation dans le cadre de l'événement Anti-Clash. Et du coup aujourd'hui on va travailler sur des notions qui sont essentielles pour un dialogue, un débat apaisé, tel que l'écoute, le fait d'accepter que notre vérité n'est pas forcément la vérité de tous, pour réussir à échanger de façon constructive. On est sur scène, mettons, l'impro prend un tournant de tout le monde va à la plage, et en fait on a une personne dans l'impro qui dit « bah non, moi je veux pas aller à la plage ». C'est vraiment une situation qui peut arriver, d'avoir une personne qui s'oppose totalement à une idée ou à une proposition de quelque chose qu'on veut faire, et du coup l'idée ça va être pour les personnes qui sont en cercle autour, d'essayer de trouver des solutions pour passer au-delà de cette opposition à aller à la plage. Donc il y a deux niveaux de contre-proposition. Le niveau le plus facile, c'est d'essayer de comprendre la raison pour laquelle cette personne ne veut pas aller à la plage, donc de la questionner, de lui dire est-ce que c'est parce que tu sais pas nager, est-ce que c'est parce que tu as froid dans l'eau, est-ce que c'est parce que, etc. Et du coup, au même titre que dans l'exercice précédent, entre chaque proposition, la personne qui du coup est au milieu répond, et elle répond par le non, c'est pas pour ça, ou par le ah, oui, c'est pour ça, et alors à ce moment-là, on passe à une nouvelle contre-proposition.
Non, je ne veux pas travailler aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que tu es malade? Est-ce que si je t'accompagne sur le chemin du travail, ça pourrait te motiver, si on y va ensemble? Bah non, j'ai pas envie. Finalement, si t'as pas envie d'aller au travail, c'est peut-être que t'aimes pas ton travail. Moi, je peux t'aider à faire une lettre de démission. Ouais, peut-être à réfléchir. Du coup, on fait ça à la fin de chaque atelier, c'est de se dire un peu quelle est votre pépite par rapport à l'atelier. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé pendant cet atelier, que ce soit un exercice, que ce soit personnellement quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement dépassé ou autre. Et à l'inverse, le charbon. Donc c'est peut-être l'exercice ou la situation dans laquelle vous vous êtes senti un peu moins à l'aise ou quelque chose dans l'atelier au global avec lequel vous avez été moins à l'aise. Je connaissais pas du tout l'exercice là du psychologue où on est 3 à côté assises et on doit se créer un personnage, on fait évoluer l'histoire. J'ai trouvé ça très intelligent et ça fait travailler énormément l'écoute quoi. Même si c'est l'exercice de base du théâtre, on s'entraîne jamais assez à écouter les autres et cette journée en particulier avec Anticlash a tout son sens avec cet atelier là. Et si je devais dire un charbon, du coup, j'en ai pas. Voilà. Alors Christine, on a participé toutes les deux à un cours d'impro où on devait s'écouter pour créer des personnages. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Et moi j'ai adoré, j'étais très contente en plus de faire l'atelier avec toi et finalement ça a montré toute l'importance en fait de l'écoute de l'autre et de la façon dont ça pouvait enrichir notre propre histoire, nos propres arguments. Et ce que je retiens en fait c'est que il est beaucoup plus riche d'écouter l'autre que de penser à ce qu'on va dire. Et vraiment ça nous nourrit. Et souvent par le stress, par plein de choses, on le fait pas et on gagnerait à le faire. Et de même l'exercice que j'ai adoré, c'est celui qui me fait aussi beaucoup travailler, c'est celui par lequel il faut commencer par oui, quoi que ce soit qu'on nous dise. Et là le réflexe souvent c'est oh non, oh non, et même avec bienveillance, mais l'écoute de l'autre du coup n'est pas du tout la même. Et vraiment, j'adore cet atelier tel qu'il est animé et il était très riche aujourd'hui. Et merci d'avoir participé avec nous. C'était un bonheur que de te connaître. Pareil. Merci à toi. Merci beaucoup. Dans le couloir, il y a tout un affichage qui permet aux participants de répondre à des questions sur la thématique du clash. Par exemple, dîner de famille. Quelqu'un fait encore une remarque déplacée. Que faire ? Ou encore, faut-il vraiment du clash pour faire du buzz ? Je décide d'interroger quelques personnes à mon tour sur leur rapport au clash. Je m'appelle Fanny Bénard. C'est Raphaël qui m'a parlé de la journée parce que moi je suis élue en fait dans le 18e arrondissement et je travaille sur les sujets de participation citoyenne. Et mon sujet de prédilection c'est justement les sujets de démocratie. Et dans la démocratie, forcément on parle de débat, de clash, beaucoup en ce moment. Donc voilà, on avait lié là-dessus et donc il m'a invité à venir ici aujourd'hui. Le clash, c'est la... Tiens, il faudrait donner une définition. C'est une forme de violence dans la discussion. Mais encore, c'est dur de dire qu'il y a discussion parce que souvent, quand il y a clash, il n'y a pas de discussion. Donc c'est peut-être une forme de violence dans l'absence de discussion. Et en fait, en adoptant une posture beaucoup plus d'écoute, c'est-à-dire que si l'autre, il va dans le clash, c'est qu'il a soit un truc à défendre, soit souvent plus à l'intérieur une forme de... Il a une souffrance de quelque chose, il a un truc qui va pas. Souvent, ça dénote une forme de mal-être, de tristesse. Enfin voilà, il a un truc à régler, quoi, ou elle a un truc à régler. Donc peut-être plus écouter ça, essayer de faire sortir ça, et aborder mes arguments sans que ce soit sans essayer de convaincre l'autre. En fait, on a tout à fait le droit de pas être d'accord. Bonjour, je m'appelle Karim. Qu'est-ce que tu as préféré ici ? J'ai bien aimé le dynamisme des conversations, j'ai bien aimé le sérieux et puis les intentions en tout cas, quand on délivrait son avis. Donc pour moi le clash, voilà, c'est l'affrontement de deux personnes. C'est intéressant de voir aussi que c'est utilisé dans les médias. Je pense que je l'avais déjà entendu, mais pour moi c'était moins apparenté à ça. Je m'appelle Lucie. Je me suis inscrite il y a un moment parce que j'ai un entourage d'amis qui ont plein d'idées politiques diverses et variées et on a souvent eu des conflits à cause des débats, parce qu'on n'arrivait pas forcément à communiquer, s'écouter de la bonne manière. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de comprendre un peu pourquoi et comprendre un peu comment faire. Alors, je suis arrivée pour le Zigzag Zoom. Et après j'ai fait l'atelier, je participais pas en temps, j'ai juste écouté. Et après j'ai participé à l'atelier débat mouvant.
où là, j'ai beaucoup plus participé, et là, c'était super intéressant. Et les 2 formats, je les connaissais pas du tout, et ils étaient vraiment géniaux. Mais ça m'a éclairé sur plein de choses, et ça, je pense que ça va ouvrir plein de discussions dans le futur. Du coup, selon toi, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des clashs dans des conversations, du coup, avec tes proches ? Je pense que ça peut être parce qu'on a des opinions de base qui sont très ancrées et qu'on n'arrive plus du tout à accepter une opinion différente ou à vouloir l'écouter et la comprendre, et qu'on prend plus le temps pour ça, et qu'on reste dans notre bulle, qu'on nourrit, qu'on construit, j'ai pas forcément d'opinion sur si elle est bonne ou mauvaise, mais on considère que la nôtre est la bonne et qu'il n'y a pas d'autre manière. Et donc on n'arrive pas à aller se confronter et à aller essayer de, comme on a fait dans le débat mouvant, on s'est beaucoup déplacé vers l'autre opinion, et ça on le fait plus du tout, je trouve. Et c'est quelque chose qu'il faudrait faire plus souvent. Salut, moi c'est Julie. Alors moi en fait j'étais déjà venue à la Maison de la Conversation au mois de janvier, lors d'une matinée porte ouverte. Et ensuite, j'ai suivi les actualités sur le site internet de la Maison de la Conversation. Oui, la thématique me parlait, ça venait répondre aussi à des questions que l'on se pose en fait dans le cadre de mon travail. Et donc le dialogue et la conversation sont des thématiques qu'on aborde et dans lesquelles on veut vraiment apporter de la matière et tout ça. Et c'est des questions qu'on veut creuser, quoi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton travail ? Ouais. Alors du coup, moi, je suis alternante chargée de mission dans une asso en fait, qui s'appelle Demain nos enfants, qui est située à Paris dans le 20e arrondissement. Et du coup, l'association en elle-même, elle favorise la prise de parole et la prise d'action des jeunes de 16 à 25, 26 quoi. Qu'est-ce que ça veut dire le clash ? Le clash, pour moi, ça vient forcément signifier dispute, altercation, mauvaise écoute, non-écoute en fait. Voilà pour moi ce que ça veut dire. Et est-ce que ici tu penses repartir avec des tips ou des façon nouvelle de converser avec les gens pour éviter ce clash ? Ouais, je pense que trouver un outil, c'est pas forcément orienter une conversation, c'est juste outiller, cadrer pour éviter les débordements et pour que chacun puisse se laisser un temps de parole et un temps d'écoute à l'autre, à soi aussi. Voilà, et ça c'est hyper important je pense si on veut amener des débats qui soient constructifs et qui ne partent pas en clash. Merci encore une fois à tous ceux, notamment Cyril et puis Christy qui est parti, mais d'avoir mené les ateliers, d'abord Zigzag Zoom et puis les débats mouvants. On va prendre un petit temps pour peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé aux différents moments de la journée. Je voudrais remercier aussi donc la Maison de la Conversation, Virginie notamment, et puis toute l'équipe derrière elle qui nous ont accompagnés vraiment depuis le début sur ce projet Anti-Clash. Ça fait 1 an à peu près qu'on parle de ça avec Olivier, qui est à ma gauche, et puis avec la Maison de la Conversation pour monter ce projet d'émission, de podcast qui aujourd'hui est une réalité. Je voudrais remercier Making Waves, notamment avec Momar qui est là derrière et qui veille pour faire en sorte que nos contributions soient enregistrées. Il a été là dès le premier jour aussi avec l'enregistrement du premier épisode. Moi, je m'appelle donc Raphaël Tisblatt, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médiateur, je suis facilitateur de dialogue interconvictionnel, interculturel, interreligieux, je dis de plus en plus souvent interidentitaire, parce que voilà, les identités se déclinent de plein de manières différentes. Je suis passionné dans ce que je fais, j'ai une petite carrière de presque 20 ans déjà dans le domaine, mais je suis complètement novice dans le domaine du podcast. C'est vraiment quelque chose de très nouveau pour moi, dans le domaine simplement de faire ce que je fais, en fait, mais de manière publique, enregistrée, alors que jusqu'à présent, je faisais ce genre de travail à huis clos, parce que justement le huis clos, l'espace un peu de confidentialité, c'était aussi, on considère que c'est une des conditions quand même nécessaires pour qu'il y ait un dialogue serein, authentique, respectueux. Mais en même temps, la limite de ça, c'est que on laisse beaucoup de gens parler du dialogue sans que en fait on sache vraiment de quoi il s'agit. Tout le monde dit il faut dialoguer, il faut débattre, etc. Mais en fait, il y a énormément de formats potentiels qui existent pour faire du dialogue constructif. Il faut absolument, je trouve, faire connaître
ces différentes modalités de dialogue, faire connaître de quoi ça a l'air en vrai le dialogue, même sur les sujets qui sont difficiles. Et voilà, j'ai la chance d'être passionné par ce que je fais. C'est une passion qui se nourrit d'elle-même parce qu'en fait, on n'a jamais fini de comprendre ce que c'est que le dialogue, on n'a jamais fini de tester de nouveaux modèles, de nouveaux outils. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an. On s'est rendu compte qu'on avait tous les deux le même projet qui était de monter ce type d'émission-là. Ce qui nous semblait manquer dans le paysage médiatique, voilà, c'était une émission de ce genre, où on fasse se rencontrer des personnes qui ont des convictions, des idées, des opinions différentes sur plein de sujets potentiels, notamment les sujets qui ont l'habitude de clasher, voilà, dans les médias ou sur les réseaux sociaux ou dans les réunions de famille, et de montrer que voilà, il est possible effectivement avec une certaine ambiance, avec certains types de questions, avec peut-être un petit peu de préparation, avec un peu de méthode qu'on est en train de peaufiner. Hein. On n'a pas la prétention d'avoir la méthode qui fait que toutes les discussions se passeront super bien avec une transformation, etc. Mais voilà, on teste ça avec l'expérience qui est la nôtre. On espère que les épisodes qu'on va mettre en ligne progressivement vont permettre ça, vont permettre de montrer de quoi ça a l'air, une discussion comme ça constructive, aussi un peu subtile. Voilà, c'est des choses qui se font par petites touches. Mais je pense qu'on a la fierté de dire que déjà dans les épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à présent, on a vu qu'on a réussi à provoquer une écoute, pas une entente, parce que dans le sens les gens n'étaient pas forcément d'accord, bien sûr, mais en tout cas une écoute, un respect, même des questions qui sont posées par les intervenants entre eux. C'est pas forcément les animateurs qui gèrent tout seuls. Voilà, déjà ne serait-ce que ça, sur des sujets comme ça, ça nous a semblé être apporter un petit peu de valeur dans notre tentative d'apporter un petit peu plus de cohésion sociale, d'entente, malgré les différences. Je passe la parole à Olivier. Tout le travail invisible qui a lieu en amont des émissions est très important. C'est-à-dire que c'est d'abord très difficile de convaincre les personnes de venir. On reçoit beaucoup de refus. Du reste, ça c'est une des raisons pour lesquelles on pense que c'est si important. C'est important parce que justement, c'est pas naturel, c'est pas courant aujourd'hui de rencontrer les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Et donc tout ce travail en amont est un travail déjà, en fait, de dialogue. Donc c'est le dialogue qui précède le moment du dialogue anti-clash et qui pour moi a vraiment beaucoup de valeur relationnelle finalement, parce que c'est là que la relation déjà se noue avec les invités. C'est aussi là que commence à se construire une forme de confiance qui va faire que le dialogue va être un dialogue et pas juste un côte à côte de position qui vient en quelque sorte défendre une rente. Sur les médias, on voit beaucoup ça, hein, finalement. C'est pas vraiment des dialogues qu'on voit sur les médias. Chaque prise de parole est en fait un monologue. Ce sur quoi vraiment on essaye de travailler, alors on tâtonne, hein, je pense qu'on a encore vraiment des marges de progrès, mais c'est que les personnes qui participent à cette rencontre anti-clash soient capables de rebondir sur ce que l'autre a dit, de dire ce que l'autre a fait sur moi. Donc c'est déjà là que se construit la relation. C'est la capacité, ce que Martine avait beaucoup fait sur la laïcité dans le 2e épisode, la capacité, alors qu'elle venait défendre une position, de poser des questions à la place des animateurs, donc de poser des questions à la personne qu'elle avait en face. Donc ça, c'est déjà des actes qui pour nous sont extrêmement signifiants du dialogue et qui se construisent déjà en amont, pendant, et quand ça se passe mal, mais là ça ne s'est jamais passé mal, mais quand ça se passe mal, aussi par des démarches de reconstruction. Donc l'éthique reconstructive, c'est avoir la capacité de dialoguer sur un dialogue qui s'est mal passé, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Une des idées de départ, c'est aussi non pas de faire une critique des médias, parce que ce qui se passe sur les médias est intéressant, mais c'est peut-être de dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du manque dans ce que nous offrent aujourd'hui les médias, qui ne vont pas assez du côté, à mon avis, pour faire vivre la démocratie du côté du dialogue. Et l'évitement du dialogue, vraiment, les ressources sont infinies. C'est-à-dire que vous pouvez inviter à 7h50 un invité, et puis à 8h20 un autre invité, qui ne sont pas du tout d'accord entre eux, mais vous évitez, comme dans une pièce de boulevard, qu'ils se rencontrent ou qu'elles se rencontrent. L'autre évitement, c'est la suite de monologues. C'est-à-dire, oui, vous avez un plateau télé, mais c'est des suites de monologues qui n'articulent pas entre elles. Un autre évitement du dialogue, c'est aussi que la pluralité des positions ne sont pas forcément invitées entièrement sur les plateaux télé ou les plateaux radio. Ce qu'on aime aussi, c'est qu'il
y ait des non-spécialistes qui viennent, qui ne sont pas forcément invités sur les médias. Voilà. Et que l'ensemble des positions puissent avoir droit à la parole. Et puis enfin, le dernier évitement, c'est le clash. Effectivement, quand il y a clash, il n'y a plus dialogue, quoi. Mais je vais faire taire ma passion et céder la parole à Amandine. Amandine qui a été fourrée au moulin aujourd'hui. Alors rebonjour pour ceux que j'ai déjà croisés et interviewés. Donc moi c'est Amandine Clément. J'ai fait une école d'audiovisuel sur Paris en 3 ans, spécialisation scénario. Et donc ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires. Je vais bientôt travailler sur mon propre podcast qui s'appelle Bien à vous, qui parlera de recrutement, de bien-être au travail. Et à côté, j'ai déjà réalisé des documentaires, notamment sur l'adoption, puisque je suis moi-même adoptée du Vietnam. J'ai réalisé un documentaire sur le corps des femmes et j'ai initié une série sur les masculinités. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'écouter les récits de vie, d'essayer de comprendre le monde dans lequel je vis. Et même si je suis assez mal à l'aise pour prendre la parole, j'ai envie de le faire sur Anticlash parce que je trouve que c'est un espace qui est sain et dont on a besoin. Vous pouvez me retrouver si vous voulez sur d'ailleurs en parlant du loup.net où j'ai mis tous mes documentaires. Cyril, tu veux donner un petit peu un petit compte-rendu de ce que, peut-être même du Zigzag Zoom qui a eu lieu et puis aussi des débats mouvants. Je ne sais pas si là tu as été en qualité d'animateur. Mais est-ce que tu veux donner un petit peu un retour sur ce que tu as perçu de cette journée ? Une grosse intensité. En fait, ce que j'ai dit en arrivant, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le débat mouvant, c'est que là, il y a le lancement d'Anticlash. Vous avez participé à des dialogues selon différents formats. Or, on ne le fait pas avec les bonnes personnes, là. Nous toutes et tous qui sommes là aujourd'hui, on est là parce que le sujet nous intéresse. Mais même avec nous, il y a de quoi clasher, il y a de quoi être différent. Ce qui était intéressant c'est ce que je leur ai dit en tour de clôture dans les débats mouvants, c'est que j'étais très touché par ce qui s'est passé parce que c'est allé de plus en plus loin dans les émotions en fait, sur des sujets pas très très simples. Voilà, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je vais les redonner pour être dans le même ordre d'idée, mais je les ai fait partir d'un sujet qui était le suivant, volontairement posé comme ça. Écouter est plus important que parler. Alors c'est marrant parce que pour un milieu comme le nôtre, finalement il n'y a pas eu beaucoup de clivage. Clairement. Et du coup, la progression a été sur un mot, en fait, c'était écouter est plus efficace que parler. Et là, par contre, c'est la clivé net, là. Et l'idée, c'était de montrer que sur chacun des sujets, on peut se clasher soi-même, clairement. Donc déjà, c'est bien d'être chacun en accord avec soi, mais il faut avoir identifié chez chacun et chez chacune sa propre position, et c'est pas aussi évident que ça. Voilà, donc on a fait un voyage pendant les débats mouvants sur comment chacun se positionnait, et j'ai terminé en rajoutant une donnée qui est importante pour moi, qui est d'où est-ce qu'on parle. Donc certains ont déjà entendu parler de tête, cœur, corps, généralement. Moi, je le mets sur tête, cœur, trip. Savoir qu'à un moment ou à un autre, quand on échange les uns les unes avec les autres, et c'est ce qu'ils ont vécu, on peut parler, mais si moi je parle avec ma tête à Jean-René qui est à côté de moi, avec lui dans ses tripes, on s'entendra jamais. Si moi je fais pas l'effort d'aller sur les tripes de Jean-René en disant ok, c'est quoi qui est dans mes tripes à moi, bienvenue dans tes tripes, voilà. À ce moment-là, on fera pas de dialogue en fait. En tout cas, ce sera plus difficile. Voilà. Par contre, si je fais cet effort-là ou que lui fait cet effort-là d'aller dans ma tête, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et donc, voilà, je vais le résumer comme ça. Mais ils ont fait un voyage très touchant à travers différents sujets. Ils ont terminé avec un truc qui les a emmenés super loin. J'ai adoré les regarder là-dessus parce que moi, je suis facilitateur, je m'efface dans ces moments-là. Mon regard un peu sur le Zigzag Zoom, c'était chouette de le faire en présentiel de cette manière-là, parce que c'est mon 14e en présentiel, mais dans des cadres différents. Et là, ce qui était intéressant, c'est, grosso modo, vous ne connaissiez pas du tout qui allait dire oui, qui allait dire non, comme d'habitude. Mais là aussi, il y a eu un cheminement. Et j'ai parlé dans le tour de clôture, pour celles et ceux qui étaient là, d'agrégation, en fait. Petit à petit. Oui. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, donc le Zigzag Zoom, c'était donc au début de l'après-midi. On a presque passé 2 heures sur le sujet « Est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme ?» Et donc, il y a eu des partisans de dire oui, c'est légitime, et d'autres disant non, ce n'est pas légitime. Et dans le retour, c'est l'agrégation, c'est-à-dire que poser comme tel un outil de dialogue permet, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, de se servir de la position de l'autre pour avancer ensemble en fait. Et on est parti de positions qui se sont enrichies au fur et à mesure, et ça a été souligné par un certain nombre de participants et de participantes. Les questions avaient un rôle clé. Il y a celui ou celle qui parle, et il y a celui ou celle qui questionne. Voilà. Et celle ou celui qui questionne fait avancer le dialogue. S'il n'a pas la possibilité de le faire, je trouve que le dialogue n'avance pas. Très clairement.
Nous accueillons dans notre groupe là ce soir 2 anti-clasheurs, c'est-à-dire 2 personnes qui ont accepté de nous rejoindre dans cette aventure. Donc Martine Cohen et Samy Biazoni. Bonsoir à tous. Samy Biazoni, anti-clasheur sur le thème de l'écriture inclusive. Je suis ravi de vous rejoindre ce soir et je tiens à vous féliciter tous les deux pour cette démarche que je vois aujourd'hui aboutir. C'est assez merveilleux, ces projets qui sont un peu utopistes finalement au départ et qui se concrétisent malgré tout parce que en fait, ils ne sont pas tant que ça. Avec un peu de bonne volonté, on parvient à réaliser certaines utopies. Et je pense qu'on en a ce soir plutôt une belle illustration. Alors, moi, je suis plutôt coutumier de ce type d'exercice, mais pas de la manière dont vous l'avez mené. Tout à l'heure, je voyais une affiche que je n'avais pas notée, parce que je suis déjà venu en ces lieux, débat contre dialogue. Et effectivement, moi, j'ai plutôt l'habitude du débat. Il y a plusieurs débats. Il faudrait écrire débat avec un S. Il y a des débats courtois, des débats passionnés et des non-débats. En fait, il y a beaucoup de non-débats. Je fais un peu de télé, d'intervention télé. Puis je refuse toujours ce que j'appelle les non-débats. Cyril Hanouna, on m'a proposé chez Jean-Marc Morandini, non pas parce que j'estime que leur travail n'est pas digne d'une présence, mais simplement parce que nous ne sommes pas dans le débat. Et alors, inutile de dire qu'on est encore très très loin du dialogue. Effectivement, on est dans la juxtaposition des points de vue, on est dans la parallélisation du discours, et cela me semble pas digne finalement d'être mené. Finalement, on enterre quelque part un peu la raison, on enterre la progression démocratique lorsqu'on fait ça, et je m'en tiens plutôt éloigné. Et lorsque vous m'avez contacté en disant on lance un podcast, ce podcast n'existe pas, mais on va vous expliquer notre démarche, et effectivement de manière assez didactique. En tout cas, vous l'étiez dans votre présentation. J'ai assez vite compris que vous aviez une démarche à la fois sincère et puis assez différente de ce que l'on nous propose habituellement. Et c'est ce qui m'a plutôt séduit. J'ai publié un essai fin septembre sur la question de la promotion de la langue française. Et puis cette promotion, pas dans n'importe quel contexte, la promotion de la langue française dans le contexte assez particulier, finalement, de l'avancée, de la progression dans la société, de la question de l'écriture dite inclusive. Et donc j'ai réuni un certain nombre d'experts sur le sujet, de manière à ce qu'on puisse traiter de ce thème-là de manière complètement dépassionnée, de manière didactique, et au travers de, finalement, toutes les disciplines de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire des idées, de la linguistique. En fait, ce débat qui porte sur la langue, en réalité, cristallise des tensions qui sont d'ordre sociétal. Et donc, toute la difficulté, c'est de sortir de ces tensions-là, qui sont en fait des raccourcis extrêmement préjudiciables à la tenue d'un véritable débat. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. La personne qui était en face de moi n'était pas une militante, et c'est ce qui était aussi très agréable. C'est-à-dire que c'était une personne qui pratiquait l'écriture dite inclusive, qui était très à l'aise avec cette idée et qui le défendait de manière très sincère. Face à cela, moi j'avais plutôt une posture, alors vous l'aviez je crois à un moment mentionné, presque, non pas professorale, mais en tout cas que j'ai souhaité didactique, finalement, pour essayer de laisser de côté tous les éléments passionnels relatifs à ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de déterminants techniques lorsqu'on traite de cette question-là. Et le dialogue permet de prendre le temps de l'explication. Martine Cohen, anti-clasheuse sur le thème de la laïcité. Alors la laïcité, c'est un thème que vous imaginez bien très 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 polémique. Depuis longtemps, je me dis sur ce sujet-là, ça serait bien que les politiques nous laissent tranquilles. Débattre entre nous, ça suffit des médias, ça suffit des politiques, parce qu'au niveau du terrain, il peut y avoir de l'écoute, d'accord ou désaccord, mais au moins on se tape pas trop sur la gueule forcément. Et alors que les politiques sont là pour nous embêter, on a besoin de débats sereins. Après, quand vous êtes venu me chercher sur la laïcité, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je n'avais pas d'idée avec qui parler, et puis vous m'avez mis en face de moi Gilles Clavreul, qui est du Printemps républicain, alors que moi je suis d'une autre option laïque, on va dire, voilà, une autre option d'analyse de la laïcité en tout cas. Je suis sociologue, hein. Et donc j'ai dit bon d'accord, on va essayer. C'est un des fondateurs, je crois, du Printemps républicain, donc une certaine laïcité affirmée d'une certaine manière, très craintive vis-à-vis de l'islam ou de l'islamisme, mais moi je peux analyser ça comme une sorte de confusion, d'amalgame entre islam et islamisme. Il ne serait pas d'accord là-dessus, mais il n'est pas là pour se défendre. Fanny Bénard, adjointe au maire du 18e arrondissement en charge de la participation citoyenne. Déjà, merci de m'inviter. Et Anticlash est vraiment... ce que vous portez dans la sphère médiatique, c'est ce que j'essaie de porter dans la sphère politique. Sur les sujets de démocratie. Donc mon étiquette, c'est un mouvement qui s'appelle À nous la démocratie, qui est un mouvement citoyen. Ce que j'essaie de porter, ce qu'on essaie de porter avec À nous la démocratie, c'est comment on peut remettre
du pouvoir aux citoyens, les citoyens et les citoyennes au cœur des décisions. Mais pour ça, il faut faire démocratie. Et pour faire démocratie, il faut dialoguer. Et la démocratie, ça prend du temps. Et la démocratie, ça demande de partager des opinions. Ça demande de parfois faire des compromis. Ça demande de se positionner les uns par rapport aux autres en fonction d'idéologie, d'idées. Aujourd'hui, on a des clivages très gauche, droite, etc. Ça se demande surtout de repositionner nos valeurs les unes par rapport aux autres. Et est-ce qu'on peut vivre ensemble? Et est-ce qu'on peut faire société ensemble en ayant parfois des interprétations différentes de certaines valeurs, parfois même des valeurs différentes. Et c'est, pour moi, c'est tout ce qui fait démocratie, et c'est ce que j'essaie de porter en politique comme étant une alternative au clash, au buzz et aux fractures idéologiques qu'on a aujourd'hui, gauche-droite peut-être, libéral, non libéral, capitaliste, anticapitaliste, mais même au sein de la gauche, on voit des fractures. L'idée, c'est aujourd'hui comment je peux bien montrer que je suis bien différent de toi pour bien être sûr que les électeurs voteront pour moi et pas pour toi. Et ça, c'est pour moi ce qui m'a beaucoup choqué quand je suis entrée en politique, et ce qui continue de me choquer aujourd'hui, c'est que même quand on est censé partager les mêmes valeurs, on ne sait plus dialoguer ensemble. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire modestement dans le 18e arrondissement, c'est de se dire, notamment via les conseils de quartier, puisque dans ma délégation, il y a les conseils de quartier, c'est ce qui se cache derrière participation citoyenne, de mettre en face, alors je vais être sur des sujets très terre à terre, mais des gens qui veulent des bancs dans la rue et des gens qui veulent pas des bancs dans la rue parce que les gens s'assoient dessus la nuit et que ça fait du bruit. Concrètement, comment on trouve une solution à ça en tant qu'élu? De dire on les met ou on les met pas, ces foutus bancs dans la rue. Et on est au-delà de positionnement idéologique, droite, gauche, de société. C'est des choses potentiellement très concrètes. Pour faire ce dialogue-là, ça demande du temps qu'on n'a pas, du temps qu'on n'a plus aujourd'hui politiquement, du temps qu'on n'a pas médiatiquement puisque tout doit aller très vite. Et je trouve que cette initiative de dire mettons-nous autour de micros et parlons ensemble de sujets qui sont très clivants, encore plus clivants que mes bancs dans la rue, et voyons si on peut faire société ensemble, et voyons si on peut juste, ne serait-ce qu'un moment, s'écouter, et peut-être parfois changer d'avis. Donc en tout cas, c'est le message que j'essaie moi de porter politiquement, et c'est pour ça que je me retrouve, quand tu m'en as parlé, complètement dans ce que porte Anticlash. Et sachez que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, quand on est politique, on nous apprend à être bien droit sur nos valeurs, on n'a pas le droit de dévier, on n'a pas le droit de dire qu'on est d'accord avec le conseiller d'opposition, parce que vous vous rendez compte, c'est de l'opposition. On nous dit que la politique, c'est du rapport de force, et même entre nous, c'est du rapport de force. Donc il faut crier plus fort que l'élu en face de soi pour avoir raison. Or, on se rend compte dans la vraie vie que ça, c'est ceux qu'on voit à la télé, mais que ceux qui font des choses, c'est en général ceux qui vont essayer d'aller négocier avec l'élu d'à côté, qui n'est pas forcément du même parti, ou pas forcément du même bord. Et c'est là qu'on réussit à mettre des bancs dans la rue, à construire des beaux projets, etc. C'est tous ceux qui travaillent dans l'ombre, à pas forcément parler très fort, mais en tout cas essayer de faire du compromis et essayer de se mettre d'accord. Mais on est aujourd'hui vraiment dans une formation politique de rapport de force, de je dois crier plus fort, de je dois montrer que c'est moi le meilleur, etc. Et pour résumer tout ça et finir, parce que c'est une des luttes pour lesquelles je m'engage le plus, en gros, tout ça, ça se résume à la domination et la violence. C'est-à-dire, je veux montrer que je suis au-dessus de toi, et en général, je vais le faire violemment. Et pour moi, tout ça, ça s'appelle le patriarcat. Benjamin Mathieu, journaliste à Radio France et cofondateur du média coopératif et citoyen Le Moment. Je travaillais jusque très récemment comme journaliste politique à France Info, donc radio d'info en continu, qui est un de nos mots de la démocratie, les chaînes d'information continue. France Info a 35 ans, je crois, mais c'était une radio à l'époque. Et c'était révolutionnaire quand ça a été créé, que ça a été apporté en France, c'était sur le modèle américain. Donc déjà, c'était de la radio et pas de la télé, donc il n'y avait pas d'image. Mais surtout, ça permettait de donner un concentré d'infos quand vous le vouliez, à n'importe quel moment de la journée, et surtout de pouvoir être très réactif. J'ai pris mes distances après plusieurs années d'exercice de journaliste politique, et de justement être dans cette incapacité à avoir vraiment du fond dans les sujets. C'est un vrai problème. Alors, en tout cas, ce projet Anticlash, je le trouve vraiment très intéressant. J'espère, moi, de mon côté, essayer de favoriser des débats, du temps long dans mes émissions. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire. Les questions de démocratie font partie. Après, on en avait discuté quand on s'est rencontrés, Raphaël. Moi, j'ai un petit biais, une question du coup que je peux vous soumettre. Pour moi, tous les points de vue ne se valent pas. Pourquoi ? Moi, je suis journaliste et je me base sur des faits. Et c'est-à-dire ce qui n'est pas vérifié, n'est pas par exemple, sur les vaccins, ça me poserait vraiment, et j'ai hâte de l'écouter d'ailleurs cet épisode, mais ça me poserait un problème d'écouter un anti-vax s'il n'est pas challengé, entre guillemets, ça peut se faire de façon très, très correcte, il n'y a aucun problème.
mais qu'en gros, il y a des choses qui sont démontrées par la science, par les faits, et que j'ai du mal à comprendre. La discussion, pour moi, ça peut pas être sur n'importe quoi. Il faut un encadrement. Déjà, il y a des propos qui ne peuvent pas être admis parce qu'ils sont hors la loi. Par exemple, les propos racistes ou antisémites, c'est hors la loi, c'est comme ça. Donc on peut pas les admettre. Après, on peut discuter avec un antisémite pour essayer de comprendre pourquoi il est antisémite. Mais c'est particulier quand même déjà. On rentre dans un dialogue particulier. Et donc pareil sur les questions de il y a tellement de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est un puissant fond, clairement, pour les journalistes d'essayer de démontrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Que du coup, c'était mon petit biais, on en avait discuté tous les deux, et ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'il est très ouvert sur les dialogues. Moi, j'ai pas de religion là-dessus. C'est-à-dire que si vous me démontrez que j'ai tort, je l'accepterai bien volontiers. Ça fait partie des choses qui sont écrites là. J'essaie de les respecter. Ça mérite effectivement une grosse discussion. Ça m'a beaucoup fait réfléchir ce que tu avais dit effectivement l'autre jour sur est-ce que tous les points de vue se valent. Est-ce qu'on peut effectivement, en tout cas, faire une émission en donnant de la voix à tous les points de vue, sans forcément faire du debunking ou du décodage ou du check, etc. d'informations? C'est une vraie question. En fait, moi, ce que je trouve intéressant là dans ce projet de podcast, c'est de dire aux gens qu'ils ne sont pas seulement des enveloppes dans des urnes, ils sont surtout des citoyens avec une carte d'identité et qu'ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de prendre la parole et ils peuvent faire des choses. Et c'est ça, en fait, qui pour moi est important pour recentrer la parole là sur le dialogue. Si on réinstaure pas le dialogue, si on permet pas aux gens de prendre confiance en eux, de s'exprimer, on sera toujours malheureusement dans ces rapports de force à en dire non, moi je suis pas content, moi je suis pas d'accord, ah ouais mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, ce qui me frappe, c'est que les règles du débat médiatique qui fait de l'audience sont tout à fait opposées aux règles de la conversation qui va vers un consensus et vers la négociation. Et il y a une prime au clivage dans la sphère médiatique qu'on constate pour le moment, jusqu'à ce que les gens s'en lassent. Peut-être, mon grand espoir, c'est que les gens s'en lassent, d'autant plus qu'on arrive dans l'outrance. On l'a vu dans les débats à l'Assemblée, on n'est plus dans le clash, on est dans l'outrance. J'espère qu'il y a une partie de l'opinion, de plus en plus, qui va simplement s'en lasser parce que c'est répétitif et que c'est plus très intéressant. Donc c'est pour ça que vos initiatives sont intéressantes, parce qu'elles peuvent prendre la place progressivement de ceux dont les gens vont se lasser. Bon, c'est une vision optimiste, mais on a bien le droit. Oui, une histoire qui va un petit peu à l'encontre des idées reçues. Alors, je vais le citer de tête. C'est un journaliste qui voulait proposer à des médias, des journaux, des idées positives pour le vivre ensemble et la planète, etc. Qui est allé démarcher plusieurs journaux. Finalement, Libération lui a dit oui. Bon, enfin, c'est bien gentil votre idée bisounours, là, mais ça fait pas vendre. Donc, on va vous donner un jour de moindre tirage dans l'année entre Noël et le jour de l'an. Et donc, il a sorti le Libé des idées positives, etc. Surprise générale, ce numéro de Libé a été la meilleure vente de l'année. Donc, quelquefois, il y a aussi cette habitude de se dire, le clash fait du buzz, fait de la pub, fait vendre, etc. Il en faut. Et puis, en fait, pas forcément. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et voilà, ça s'appelle Spark News, Christian de Boisrodon. C'est une journée par an, mais maintenant, il y a plein d'autres médias que Libération. Il y a Ouest France. Je sais plus, il y a une 50aine de titres de presse quotidienne régionale qui, 2 fois par an maintenant, via Spark News, fait une journée de journalisme de solutions positives, en effet. Et en général, c'est des très bons tirages. En fait, je pense que à la fois l'être humain, et c'est pas une question d'homme ou de femme, marche avec les émotions. Et à la fois, en ce moment, dans notre période, les gens ont besoin de beaucoup d'espoir parce que on est dans un monde complètement incertain. Ça fait perdre beaucoup de repères. Je dirais pas tous, mais en tout cas beaucoup. Et du coup, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et moi, c'est ce que je sens assez profondément autour de moi, avec des gens qui ont envie de voir des choses chouettes. Parce qu'on nous dit la planète va s'écrouler, enfin voilà, rien n'est bien, rien ne va. Bon, là, en plus, on se rajoute un petit peu d'inflation, etc. Et donc, les solutions positives et construire quelque chose, c'est... Voilà, ça donne de la perspective. De toute façon, nous, êtres humains, on ne sait pas vivre sans perspective. Si quelqu'un n'a aucun projet, il tombe. Donc le fait d'avoir des perspectives, des projections autres qu'un effondrement un peu de partout, une guerre, ce qu'on veut, ça va très bien aussi pour les cerveaux. Les deux lieux conviennent, tout est complémentaire.
Moi, je me posais une question par rapport à toutes les personnes qui sont dans le secteur médiatique, les personnes très médiatisées. On va dire que je fais encore une fixette, mais je vais parler de Pascal Praud. Si, par exemple, des personnes comme Pascal Praud, Elisabeth Lévy, on les interrogeait dans un environnement autre que le leur, c'est-à-dire si on coupait les caméras, les micros, qu'on les invitait boire un café, est-ce qu'ils seraient aussi démonstratifs à crier autant qu'ils le font sur les plateaux? Voilà, moi, c'est une question que je me pose. Avec À nous la démocratie, on a fait un débat ici sur le crack, et notamment sur, alors on a appelé ça les salles de shoot, mais politiquement ça s'appelle les salles de consommation à moindre risque. Et on a fait venir un conseiller de Paris de droite qui s'appelle Aurélien Véron, qui, alors lisez son compte Twitter, c'est quand même le roi du clash, de saccage Paris, de anti-Hidalgo, etc. Et à la fin de ce débat-là, et vous avez le compte-rendu sur le site d'À nous la démocratie, il était presque pour les salles de consommation à moindre risque. En tout cas, on avait eu une discussion hyper calme, donc sans caméra. On était une vingtaine ici dans cette salle de la Maison de la Conversation. Et en fait, d'une douceur et d'une écoute hallucinante. Donc oui, il y a quand même un sujet personnage politique, personnage public, qui fait que quand tu es dans un milieu un peu différent, en tout cas moi j'avais été super surprise, il était en face de notamment du gestionnaire de la salle de la Riboisière, d'un collectif de policiers pour la dépénalisation du cannabis, voilà. Et franchement, une écoute, une capacité à débattre, moi j'étais hallucinée, donc je pense que c'est possible. On se rend compte très souvent, enfin moi je me suis souvent rendu compte qu'effectivement, et d'ailleurs on l'a vu aussi même dans les épisodes d'Anticlash qu'on a déjà enregistrés, on a l'impression que quand on aborde un sujet avec des personnes comme ça en désaccord, que ça va être forcément à couteau tiré, que ça va être forcément très très extrême. Et en fait, bien souvent quand même, notamment parce qu'on met des gens en face à face, ça vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, la raison pour laquelle le clash se développe énormément aussi, c'est parce qu'on tweet, parce qu'on fait des posts, parce qu'on fait... Et puis il y a les tribunes aussi dans les journaux, que tout ça existe depuis longtemps, mais notamment avec les réseaux sociaux, on communique, alors dans mon jargon on dit on communique de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'un en face de l'autre et on n'est pas à dialoguer en live. Donc, je balance quelque chose, puis on verra bien ce qui se passe. Mais je balance parce que je n'ai pas, sur le moment, la peur, l'appréhension, le surmoi, en quelque sorte, qui va me dire ah, attention, on ne va pas faire dire n'importe quoi parce que peut-être je vais m'en prendre une dans la tête. Voilà, on lâche complètement on se lâche complètement, voilà, sur les réseaux, et c'est une culture qui est vraiment en train de se développer. Quand on prend, et ça j'ai tellement d'exemples là-dessus, quand on prend le temps de se dire allez, on va se mettre en face à face, on va en dialoguer, on va en parler, même pas dialogue, on va juste dites ce que vous avez à dire, mais vous êtes en face à face, et on a quand même on met en place une atmosphère qui fait que voilà, on n'est pas des toréadors quoi, enfin on cherche pas ça, on le montre qu'on cherche pas ça, mais on veut quand même un dialogue, une discussion constructive, authentique, vraiment authentique, et aussi respectueuse. Eh ben, on se rend compte qu'en fait, non, les gens vont pas forcément partir dans les extrêmes, vont pas forcément partir dans la confrontation dure. On crée l'espace pour qu'il y ait de la subtilité, effectivement. Et pour répondre aussi à la question sur le travail de recherche, moi, je veux juste citer plusieurs recherches qui ont été faites récemment en neurosciences aussi, sur le fait que ce qui provoque le bien-être, c'est principalement en top des raisons qui provoquent le bonheur des gens ou le bien-être des gens, c'est les bonnes relations. J'ai envie de croire que modestement, avec Anticlash, on veut contribuer à ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas principalement un travail d'information ou de réinformation, c'est vraiment un travail de montrer que au-delà des différences, et il y en a des différences, et il y en aura toujours, c'est nécessaire pour notre vie, pour notre écosystème, il est possible de maintenir des bonnes relations. Si on arrive à proposer autre chose et à rétablir une confiance, un savoir-faire sur la communication, même quand on est effectivement différent, voilà, je pense qu'on pourra avoir mis notre pierre à contribuer à renforcer la cohésion sociale. Mais voilà, c'est difficile. Je veux terminer peut-être en disant
que notre plus grand challenge, c'est de recruter des gens, d'inviter des gens. Je remercie Samy Biazoni et Martine Cohen, mais aussi les 4 autres qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. C'est pas facile de recruter des gens qui soient prêts à dialoguer avec d'autres, avec qui ils sont pas d'accord. Je dis souvent, on a eu plusieurs fois déjà des refus avec Olivier de personnes qui disaient non, hors de question que je dialogue avec des fascistes. Et c'était des personnes qui étaient de gauche ou de droite. Donc je voudrais faire un appel aussi à vous tous, toutes qui êtes là. Si vous avez vous-même, vous avez une personne avec qui vraiment vous entendez pas du tout, vous avez du mal à entendre ses propos, dites-vous, est-ce que peut-être je ne ferai pas un anti-clash avec cette personne quand même, ou si vous connaissez d'autres personnes aussi qui pourraient être pertinents et être réceptifs à cette idée de dialogue, et cette fois-ci en public, donc c'est enregistré, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir, d'avoir passé pour certains aussi toute la journée quasiment à la Maison de la Conversation. On reste dans les parages si vous voulez discuter encore un petit peu avec nous, entre vous, et on reste en contact. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus d'Anticlash. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et notre site web anticlash.com. Et si vous avez envie de prendre la parole lors d'une émission, envoyez-nous un message à l'adresse suivante, contact@anticlash.com. À très vite pour un prochain épisode.